Deuxième semaine de votre nouvelle matinale survitaminée sur RTI 1. Vous savez quoi? Nous avons de plus en plus de plaisir à prendre soin de votre réveil. Et oui, nous sommes là, fidèles au poste, plein d'énergie, plein de tonus et de peps. Et nous espérons vous communiquer toutes ces bonnes vibrations tout au long des 90 minutes que dureront cette émission. Bonjour chez vous, je suis Eva Amani. Merci, bonjour Eva, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. C'est gentil de nous faire la confiance et l'amitié d'être en notre compagnie jusqu'à 7h30. Oui, je sais, lundi c'est un peu compliqué, on a la lundiose. Mais dites-moi, si on ne se lève pas le lundi, si on n'affronte pas le lundi, comment on fait le vendredi après-midi pour savourer? Allez, on se comprend. Merci, en tout cas, on aura les indicatifs de cette émission. On aura les principaux parcours, la gym, la santé, l'économie. On va parler avec les des acteurs les plus sexy et les plus emblématiques de la sphère cinématographique de Côte d'Ivoire. En fait, je suis Marcelin Gouvoy. Elle, c'est Fatim Djidji. Bienvenue chez vous. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Ce lundi 9 janvier 2017, tous vos journaux reviennent sur les événements qui ont tenu le pays en alerte durant tout le week-end. On le vérifie de suite avec la une du Patriote qui vous révèle comment le chef de l'État a tout stoppé et juste en dessous, vous voyez, est regretté. Le sursaut, lui, vous dévoile les dessous de la colère des mutins. L'expression évoque aussi la mutinerie au sein de l'armée. C'est le journal qui suit et se demande comment Ouattara a désamorcé cette bombe à retardement. Et l'intelligent d'Abidjan lui titre « Des problèmes à régler au sein de l'armée ». Les journaux de l'opposition s'emparent aussi du sujet et pour notre voix, le chef de l'État a cédé à la pression. Des mutins, bien sûr. Tandis que le temps vous dévoile les secrets de la prise d'otage du ministre de la Défense. On finit la titrologie sur ce sujet uniquement avec aujourd'hui pour qui le régime a été humilié par son armée. Ça, c'est sur le plan national. Maintenant, à l'échelle internationale, deux informations ont retenu aussi la une des journaux. On va aller directement au Portugal, où l'ancien président Soares est décédé. Vous le voyez à la une d'El Público et du journal de Noticias. L'autre information, c'est aux États-Unis d'Amérique, c'est la fusillade dans un aéroport que vous allez apercevoir à la une du Miami Herald et du New York Post avec des images de l'attentat. Ça, ce sont les titres. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse qui sera exclusivement consacrée à la mutinerie de ce week-end. Merci Fatim, merci. On a hâte de savoir tout ce qui s'est passé. Si vous n'étiez pas connecté sur les réseaux sociaux ou même sur RTI 1, vous aurez le détail dans quelques instants. Alors, on sort du week-end. Aujourd'hui, c'est le lundi 9 janvier. C'était le premier week-end complet de 2017, puisque le 31 dernier, c'était samedi. Et donc, dimanche 1er. Aujourd'hui, c'est le premier lundi où on sort d'un week-end complet en 2017. Alors, je suis sûre que vous avez fait quelques petits excès. Comment réparer les choses? Tout simplement en suivant les différentes instructions de notre coach préféré, c'est le coach Fabrice. Salut à tous, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver chaque matin pour votre émission préférée et en compagnie encore une fois de la ravissante Sarah avec qui nous allons faire aujourd'hui des exercices de cardio. Oui, on va beaucoup bouger parce que le cardio que nous allons vous proposer va vous permettre de brûler du gras jusqu'à 48 heures après les efforts que vous allez effectuer. Sans plus tarder, on va commencer d'abord par les échauffements avec des step touch. Allons-y là. Go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va en faire 20 ou 25. OK. 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Dernier 5. 1, 2. Cette fois-ci, on va à 5, 3, 4, 5. OK. On va enchaîner avec des jumping jacks. Là, Sarah, prête? Allons-y. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait que le ventre soit bien contracté. OK. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Les bras reviennent à chaque fois au niveau des cuisses. OK. Et remontent au-dessus de la tête. Encore 5. 1, 2, 3. OK. Le dernier. Alors, regardez derrière moi. Vous avez des spinners. Pourquoi les spinners? Parce que les spinners vont nous permettre de pédaler à une allure modérée, voire à une allure très haute. C'est-à-dire qu'on va faire ce jeu-là, haute intensité, moyenne intensité
Haute intensité, intensité modérée. On va jouer avec ça sur 2, 3, 4 minutes, ok? Pour que vous puissiez bien sentir qu'après vous brûlez de la graisse jusqu'à 48 heures. Si l'intensité n'est pas de mise, impossible pour vous d'avoir l'effet afterburn. C'est justement cet effet-là que nous cherchons. Donc allons-y, on monte justement sur les spinners. Allez Sarah. Allez, on va pédaler comme cela durant 1 minute à intensité modérée. N'allez ni trop vite, ni trop lentement. Il faudrait garder la même intensité au niveau du rythme cardiaque. Ok, pour cela, il faut pédaler. N'arrêtez pas, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. N'allez pas trop vite. Par contre, on va accélérer d'ici quelques instants. Ensuite, on va baisser encore le rythme et on va remonter encore le rythme. On va faire ce jeu-là. C'est ce jeu-là justement qui va vous permettre de brûler du gras jusqu'à 48 heures après la séance. Suivez-nous bien. Encore un peu. Allez, courage. Encore, 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 encore. On n'abandonne pas. C'est votre capacité à respirer durant l'effort qui va vous permettre d'avoir plus de souffle. Parce que lorsque vous respirez pendant l'effort, vous travaillez le diaphragme. Le diaphragme qui est le muscle qui se contracte pour emmener de l'air au poumon. Ok? Alors, pour ceux qui n'ont pas ce spinner à la maison, aucun problème. Vous pouvez faire la montée de genoux sur place ou bien en mouvement, tout dépend de vous. La montée de genoux, c'est simplement de monter les genoux en dynamique. Vous voyez mes genoux qui se gonflent d'air. Je respire à chaque fois que les jambes vont plus haut. Là. Super Sarah. On s'incline légèrement vers l'avant. Encore 5 secondes. Ok. Alors, vous pouvez faire ces exercices durant 3 minutes par jour à raison de 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Vous répétez cela chaque jour. Peut-être le dimanche, vous vous reposez pour laisser au moins le corps bien assimiler tout ce que vous faites comme exercice. Et les soirs, je vous conseille de manger des choses vraiment très légères comme les légumes ou bien la salade verte, sans pain s'il vous plaît. D'ici là, suivez nos conseils. À demain. Merci au coach Fabrice qui est toujours là, toujours d'attaque pour vous aider à appréhender la semaine, faire en sorte qu'on ait la pêche, que j'ai ce pouvoir-là de taquiner, de la pousser dans ses derniers retranchements, mais pour la bonne chose, dans le bon sens du terme. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 janvier 2017 et le 9 janvier, c'est une date importante parce qu'un grand homme d'État d'un des pays puissant du monde est parti. Il s'agit donc de François Mitterrand qui est décédé le 9 janvier 1996. Sachez que le président français a été à la tête de la 5e puissance mondiale de 1981 à 1995. On salue au passage toutes ces personnes qui nous regardent de ce côté de l'Europe. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, les Ivoiriens et aussi les Ivoiriennes qui nous suivent à travers l'Europe et dans le monde entier. On vous salue, ce rendez-vous vous salue. Et justement, pour avoir le lien avec vous et tout le monde entier, il y a le selfie, le ciel et la photo du soleil. Regardez. Oui, le principe des selfies, vous le connaissez, mais on vous le répète, histoire que vous ne l'oubliez point. Alors, il suffit tout simplement de nous envoyer une photo de vous au réveil ou même de la journée avec le ciel en fond. Alors, c'est cela, le selfie, contraction de ciel et de selfie. L'exercice ne vous demande pas du tout de nous envoyer un selfie à table en train de prendre votre petit-déj ou dans votre lit ou tout simplement en train de regarder Matin Bonheur. Nous sommes très contents que vous fassiez toutes ces choses, mais nous avons besoin de vous avec le ciel et nous voulons voir des artistes s'exprimer. Et toutes ces différentes photos, vous pouvez nous les faire parvenir grâce à nos différents réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission Matin Bonheur officiel, le compte Twitter RTI Matin Bonheur et également, nouveauté, c'est tout chaud, nous avons désormais un compte Instagram. Il suffit tout simplement de liker et vous serez en parfaite connexion avec nous et avec toute la communauté des matinophiles. On démarre avec la toute première image. Ah ouais, le débardeur. Voilà, le débardeur, là on sent que c'est le matin.
Cette photo nous vient de Korogo. Voilà, on a le ciel. J'ai l'impression que c'est un arc-en-ciel, Marco. Ou c'est... Non. Alors, ouais, ça doit être un effet d'optique. Ce matin, j'ai plein d'étoiles dans les yeux, je vois des arcs-en-ciel partout. La couleur de votre tenue qui était Sûrement, cette photo nous a été envoyée par monsieur Sangaré Kassoum, donc qui se trouve à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Oui, sur le toit de notre pays. Et puis deuxième photo, toujours dans ce volet ciel-fille, donc cette image magnifique. On salue donc ce monsieur qui nous regarde. Je pense que c'est depuis Bayakro, hein, je crois. En tout cas, on salue ce monsieur, ce Kwaku Fernand depuis Bayakro. Merci et on salue toute la population qui nous regarde de ce côté-ci de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, d'où nous émettons en direct et en intégralité jusqu'à 7h30. Oui, salut à tous les habitants de Mbayakro. On va également saluer tous les habitants de Béoumi, la ville la plus au centre de la Côte d'Ivoire. Très belle cité que je vous invite d'ailleurs à visiter. Nous avons désormais un nouveau pont. Quand je dis nous, c'est parce que je suis originaire de Béoumi et que je fais un peu de pub pour ma région. Donc si vous voulez manger du bon poisson frais, vous voulez respirer un air pur et voir des gens magnifiques, faites un tour du côté de Béoumi. Dernière photo pour ce ciel-fille. Voilà, magnifique image. Moi, j'adore la coiffure. On sent que c'est le matin, il vient de se lever. Voilà, nous avons Abidjan, j'allais dire en fond sonore, Marco. Nous avons Abidjan juste en fond visuel. Voilà. Et cette photo nous a été envoyée par Kerian Asso. Voilà. Merci, bon réveil à vous, bon réveil à tous ceux qui nous prennent en marche. C'est Matin Bonheur, c'est désormais tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur RTI 1 de 5h55 à 7h30 et nous avons énormément de plaisir à être en votre compagnie. Ça peut paraître cliché, mais c'est tellement vrai que j'espère que vous le voyez sur nos visages. Hein, ah oui, quand même. Hein, on prend énormément de plaisir à être là chaque matin avec toute l'équipe. Surtout sur le vôtre, hein, parce qu'il est plus beau que le mien. Elle est grande, l'équipe de Matin Bonheur. Il y a énormément de personnes qui bossent sur cette quotidienne pour vous faire plaisir. Et nous espérons que notre mission est réussie. On passe à la suite de l'émission et il s'agira cette fois-ci de savoir ce que les astres nous réservent côté cœur afin de prendre toutes les dispositions pour ne pas laisser passer le grand amour. Horoscope amoureux, c'est parti. Bélier, quand on se sent incompris par la personne qui nous est la plus chère, on a tendance à prendre la mouche pour la moindre contrariété, ce qui peut dégénérer en conflit ouvert. Face aux problèmes qui se posent, apprenez la patience, car les difficultés peuvent parfois se résoudre d'elles-mêmes. Taureau, vous aurez envie d'aventure et votre imagination ne connaîtra pas de limites. Il est possible que vous jettiez votre dévolu sur une personne qui vous séduit particulièrement. Si ce n'est pas le cas, invitez les amis que vous appréciez le plus, organisez une soirée et faites-vous plaisir. Gémeaux, si vous souhaitez vous consacrer exclusivement à votre partenaire, vous risquez de rencontrer des difficultés avec les proches qui auront besoin de vous. Si vous êtes célibataire, évitez de faire des fixettes sur des personnes qui ne sont pas visiblement attirées par vous. Cessez donc de fantasmer. Cancer, évitez d'aller au-devant de disputes inutiles en faisant subir vos insatisfactions à votre partenaire. Sachez qu'il n'est pas là pour essuyer les plâtres. Montrez-vous plutôt ouvert à la discussion. C'est la meilleure manière de dissiper les malentendus et de passer du bon temps ensemble. Lion, vous encaisserez mal les critiques. Surtout si elles viennent de votre conjoint ou de vos proches. Évitez de monter sur vos grands chevaux et de prendre leurs propos au pied de la lettre. Ce n'est pas parce que l'on vous remet gentiment à votre place que le monde doit s'écrouler. Gardez votre calme. Vierge, la vie vous sourira. À l'aise dans votre tête et dans votre corps, vous serez d'une compagnie précieuse pour les autres. Vos proches vous solliciteront de maintes façons, car ils percevront votre énergie communicative et vous sentiront prêts à les aider. Profitez de ces moments de partage. Balance, évitez de monter sur vos grands chevaux, parce que votre partenaire semble moins attentif et compréhensif qu'à l'accoutumée. Il est sans doute trop absorbé par ses propres préoccupations. Demain, il se montrera sans doute beaucoup plus disponible. Tout cela n'est qu'une question de temps. Scorpion, vos objectifs concrets pourront entrer en conflit avec vos envies profondes. Si vous envisagez des projets à deux sur le long terme, mais que vous ne vous sentez pas sûr de vous, évitez les discussions trop âpres et prenez un peu de recul. Vous y verrez certainement plus clair. Sagittaire,
Le travail et la vie de famille vous absorberont beaucoup et peut-être un peu trop. Votre partenaire pourrait se sentir délaissé et vous en faire reproche. Si votre cœur est libre, évitez de jeter votre dévolu sur une personne qui n'est pas faite pour vous et passez à autre chose. Capricorne, saisissez l'occasion de vivre pleinement votre relation amoureuse et cherchez à faire plaisir à votre partenaire. Celui-ci se montrera très respectueux envers vous et vous valorisera à la moindre occasion. Les célibataires séduiront par leur grand naturel et élargiront leur cercle amical. Verseau, ne négligez pas les personnes qui vous sont chères, car elles pourraient bien avoir besoin de toute votre attention. N'hésitez pas à passer plus de temps avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, mettez-vous en valeur pour séduire la personne sur laquelle vous aurez jeté votre dévolu. Poisson, des sentiments forts vous lieront à votre partenaire et il vous fera comprendre que vous faites complètement partie de sa vie. Vous ne pourriez espérer mieux de la part de la personne à laquelle vous tenez le plus. Si vous êtes célibataire, n'ayez pas peur de témoigner de l'affection à vos proches. Retour sur le plateau de ces matinales, je suis Marcelin Gouvoy en couple avec Eva Amani pour le meilleur pour le matin. C'est tous les jours comme ça. Donc vous nous confiez vos réveils, nous en faisons un matin plein de bonheur, plein de tonus, plein de vie. On est très heureux d'avoir affaire ce matin à des Ivoiriens, à des Ivoiriennes assez sereins qui vont prendre donc, j'imagine, le chemin des différentes activités. Voilà, et justement pour emprunter le chemin des différentes activités, il faut circuler. Et pour circuler, il faut savoir comment on a l'état au niveau des routes, au niveau de la circulation. C'est là où Eva et moi nous intervenons et nous vous donnons le point route. Ça donne ça juste après. Vous le savez, nous avons ici le point de la circulation sur quelques axes routiers d'Abidjan. En général, on part de Plateau à Treichville, à Koumassi et au Plateau. On démarre bien évidemment par les deux plateaux. Comment est-ce que vous vous déplacez en ce moment au grand carrefour Sokosé? Voilà. Alors, circulation fluide, hein, vous pouvez le voir, comme tous les jours à 6 h du matin. On l'a dit, hein, du côté des deux plateaux, ça ne bouge pas très tôt. Je pense que vous êtes encore devant vos petits écrans en train de suivre Matin Bonheur. Et je le dis toujours, vous faites très, très, très bien. Alors, je ne sais pas si on va revoir l'image des deux plateaux ou aller directement au grand carrefour de Treichville pour prendre le pouls de la situation au niveau de la circulation. On va voir des images en direct. Je rappelle que nous sommes avec notre partenaire Abidjan.net, grâce à qui nous avons ces images en temps réel de la circulation au niveau abidjanais. Là, nous sommes du côté de... Nous sommes où ça? À Treichville. Nous sommes à Treichville. Hein. Un coup ça, on a vu que c'était assez fluide. Il n'y a pas grand monde hein, au niveau de la circulation. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. On passe à présent à Koumassi, la commune qui se réveille relativement tôt, mais on n'aura pas les images, on les aura dans quelques instants. Matin Bonheur, c'est tous les jours sur RTI 1 avec l'équipe. Aujourd'hui, nous aurons du sport, nous aurons l'instant vérité. Vous pourrez voir un invité. Marco l'a annoncé à l'entame de l'émission. Oui, hein. l'une des figures emblématiques Exactement. du paysage cinématographique de notre pays également. Il s'agit de Guy Kalou avec qui on parlera de l'état du cinéma en Côte d'Ivoire. Et puis, vous le savez, nous aurons l'humour, nous aurons le journal présenté par notre journaliste. Nous aurons également la revue de presse de Fatim Djedje. Donc vous voyez, beaucoup de choses. Et puis en fin d'émission, il sera question d'économie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'enlisent dans des mauvaises dettes. Oui, il y a de mauvaises dettes, il y a de bonnes dettes. Notre économiste, notre expert en économie nous le dira. Et quand on a malheureusement le coût complètement pris dans ces mauvaises dettes-là, comment s'en sortir? Des solutions vous seront données. Donc restez bien en notre compagnie. Pour l'heure, c'est lundi. Marco l'a dit, il y a la lundiose. Oui. Comment la combattre? Tout simplement en souriant, voire en riant. C'est parti, humour. Hey Lucas, comment tu vas? Oui. Mais attends, tu es venu plus tôt que prévu. Ça va? Bah ben, trouve-toi une chaise, je sais pas. Ah, voilà, prends ça. Il faut changer de choses, de sac, hein. Ça, c'est pas VIP, ça. C'est pas VIP. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je suis quand même content
que tu fasses de temps en temps un tour au village. C'est important. C'est important. Ouais. Oui. Ah, ok. Vraiment, j'avoue que je suis vraiment touché. Ouais. Parce que penser à venir me dire au revoir avant d'aller au village, vraiment, c'est... Je suis content. Tu sais, la dernière fois à la télé, je ne t'ai pas expliqué, le président de la République est sorti, je crois que c'était la 1 ou la 2 là. Je sais pas, il a dit quand il est sorti d'abord la cravate. On dirait que c'était sur la 2. Oui. Ah ouais, tu es pressé. Mais c'était à 17h, non? Ah. Ah ok, 14h. Bon ok, donc on va être bref. Tiens, j'avais préparé un petit truc pour toi. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, voilà, c'est 50 000 francs. C'est pour toi. Ouais, c'est un cadeau. Non, c'est rien, c'est rien. Non. Voilà, donc on bouge vite et sois vraiment prudent. Hein? Voilà. Allez, au revoir. Salut tout le monde. Au revoir. Pardon, Lucas, s'il te plaît. Dès que tu arrives au village, dans les 50 000, il faut aller à la grande mosquée, l'imam de la grande mosquée. Il faut lui remettre une somme de 10 000. Donc, allez, tu rentres bien? Allez, au revoir. Hein? Ouais. Je ne sais pas ce qui me prend cette place. Pardon, Lucas. 1 minute. Ouais, viens. Je ne sais pas si tu te souviens de M. Brou, le conseiller du maire, M. Brou. Voilà, M. Brou. Voilà, il faut lui donner aussi 10 000 francs de ma part. Donc, non, il faut enlever dans les 40 000 qui restent là. Oui, te donne 10 000 francs, M. Brou, il va te rester 30 000. Oui, non, 30 000 va te rester. 30 000, ça va, non? Ouais, l'imam. 10 000. Ouais, M. Brou, 10 000. Oui, c'est bon. Allez, on est ensemble, hein? Voilà. Et surtout, attends. Lucas, viens. Non, il faut que tous les détails, je dois préciser. Ah, tu sais, les gens du village sont compliqués. Pardon, viens, hein? S'il te plaît. Alors... Non, tu vas partir. Les 30 000 qui restent, il faut remettre. N'oublie pas d'aller au grand marché. Tu prends tout droit. Tu laisses les femmes là, hein, à la boucherie. Hein, monsieur là-bas, il est gros, là. Monsieur Samandoulou. Ouais, il m'avait donné un coup de main, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et une fois que tu es là-bas, tu lui remets une somme de 10 000 également. Il va te rester 20 000. Voilà. Oui, enlève dedans. Il va te rester encore 20 000. Les 20 000 qui restent, n'oublie pas le chauffeur de tracteur là, qui avait travaillé dans le champ là. Il faut lui donner aussi 10 000. Donc il va te rester 10 000. Voilà. Ouais. Maintenant, dans les 10 000, il faut passer directement à l'école. L'inspecteur de l'école, tu vas là-bas, tu lui donnes également 5 000. Il va te rester 5 000. Les 5 000 qui restent... Quoi ça? Non, comment il est? Tu prends 50 francs et tu donnes 50 francs au couturier. Retour sur le plateau de ces matinales. Réalisation, bien sûr, Christelle Lakoussa, rédaction en chef Kadi Fadiga. Toute l'équipe est là, d'un point, d'aplomb, afin de faire de ce réveil, franchement, un moment plein de bonheur. On a eu les Golden Globes ce week-end. Dans quelques semaines seulement, ce sera la grande édition du FESPACO du côté de Ouaga. Et puis, entre ces deux dates très importantes du cinéma mondial, nous avons le plaisir, ce matin, du 9 janvier 2017, de recevoir une figure de proue du cinéma made in Côte d'Ivoire, également de la télévision. Il était destiné à une carrière de criminologue, mais non, c'était mal connaître l'étendue et l'impact du virus du cinéma. Guy Kalou, bonjour. Bonjour Guy Kalou. Bonjour Marco, bonjour Eva. Après l'intro de Marco, j'ai envie de demander qu'est-ce qui s'est passé? Comment on passe de la criminologie au cinéma? C'est pas une volonté, parce qu'après, on y arrive au détour d'un déjeuner avec une amie. On s'essaie à un casting. Et puis, voilà, ce premier casting nous propulse au devant d'un film, Le Clash. Les Ivoiriens voient le film, certains disent
il a quelque chose. Après, ça s'enchaîne 2-3 films. Et puis bon, le virus s'est installé. Et depuis, le virus ne vous lâche plus. Hein. Oui. Quelle filmographie! Quand même, oui. Quand même, hein. Quand même. Je pense que c'est une pure grâce, en fait. C'est une pure grâce parce que après, j'ai eu beaucoup de chance quand même de souvent participer à des castings. Et chaque fois, c'était acteur principal, acteur principal. Et puis, je pense qu'à partir de Illusion perdue, le film sur les pasteurs, là, on s'est dit, on a peut-être notre petit mot à dire, quoi, voilà. Alors justement, pour parler de votre filmographie, vous faites beaucoup de cinéma, vous faites également des séries télévisées. Alors, beaucoup plus de cinéma, oui, parce que des 17 films que je peux compter aujourd'hui à ma modeste carrière, je pense qu'il y en a quand même 12 qui sont des longs métrages auxquels j'ai participé. Et puis bon, voilà, les séries télé, après c'est incontournable aujourd'hui, hein, vous savez, la télé vous positionne un peu plus quand même dans l'univers où nous sommes. Exactement. Alors, j'ai remarqué, hein, le jeu de Guy Calou, c'est une posture, c'est des yeux, c'est un regard, c'est une gestuelle. C'est quoi la marque Guy Calou? C'est surtout la chance de rencontrer sur les plateaux où je suis passé des personnes qui sont toujours prêtes à nous donner. C'est ça, je pense que c'est vraiment cette chance, parce que du Clash jusqu'à aujourd'hui, le tout dernier auquel je viens de participer, l'interprète, qui va aller au FESPACO, là, produit par Kadi Touré, réalisé par Olivier Koné. C'est toujours cette équipe autour qui vous dit, ça c'est bon, prends le temps de faire ci, prends le temps de faire ça. C'est toute une famille et je pense que c'est à partir de là que chaque fois nous avons une marque. Il n'y a pas une marque particulière que moi je développe, je pense qu'il y a une marque qu'on a par rapport à tel ou tel projet. Et dans quel rôle est-ce que vous vous sentez le mieux? Parce que, en général, bon, je ne dirais pas en général, vous avez eu quelques rôles entre griffes truands, de gars sans vergogne, sans foi ni loi. Est-ce que c'est le... Ça, c'est pas moi. Oui, justement. Est-ce que vous vous retrouvez plus dans ces rôles-là ou est-ce que vous préférez jouer le rôle d'un gentil? J'ai touché un peu à tout dans ma jeune carrière et aujourd'hui, je peux dire que je me sens à l'aise dans tous les personnages, pourvu que ce personnage parle vraiment à la population. C'est ça pour moi la base de mes choix. Est-ce que le rôle que je vais camper, est-ce que l'histoire dans laquelle je vais jouer, est-ce que cette histoire parle à la jeunesse, est-ce que cette histoire me parle à moi-même? Dès l'instant où ça me parle et que je pense que ça peut parler à ma jeunesse, moi j'essaie de rentrer dans le rôle. Mais en règle générale, quand je ne le sens pas, je fais tout pour ne pas y rentrer, parce qu'après je pense que si vous forcez pour rentrer dans quelque chose que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire, ça va pas faire bien. On voit qu'avec Guy Calou et d'autres personnes également, hein, dans la sphère cinématographique et filmographique en Côte d'Ivoire, on voit que Guy Calou est un peu un symbole face à la razzia du Nigeria, de l'Inde. Est-ce qu'on peut dire que Guy Calou est un porte-flambeau de la Côte d'Ivoire cinématographique qui résiste? Je pense plutôt que nous avons une génération qui porte ce flambeau. C'est une génération, c'est pas que Guy Calou, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même dans ma génération des gens comme Kane Maoula, Degré Djep, vous avez Frank Ley, vous avez Landry Niaba. C'est toute cette génération qui, je pense, aujourd'hui se bat chacun à son niveau pour apporter quelque chose. C'est vrai que moi, je suis effectivement, dans mon process de travail, je suis vraiment celui qui essaie de se dire pourquoi on donne autant de place au Nigeria ici, alors que nous avons un cinéma qui a besoin d'éclore, en fait. Vous voyez, quand un acteur nigérian vient en général en Côte d'Ivoire, c'est waouh, c'est tout le monde. Alors nous, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est que les gens se disent, les stars, ils en ont aussi ici. Et que cette industrie doit exister ici aussi. Donc c'est un combat d'ensemble et j'espère que cette année ça va prendre encore un autre niveau, vu que la Côte d'Ivoire est invitée spéciale au FESPACO, on va aller essayer de cogner là-bas, quoi. Ouais. Alors justement, comment se porte le cinéma ivoirien? On voit qu'il y a beaucoup de productions, on ira dans l'audiovisuel parce qu'il y a également des séries qui foisonnent, il y a également beaucoup de séries, il y a beaucoup de films. Est-ce que vous pensez que la qualité y est toujours? Est-ce qu'il ne faut pas privilégier la qualité à la quantité ou tant qu'on produit, c'est toujours bon à prendre? À mon modeste niveau, je dirais que le cinéma ivoirien, qu'on le veuille ou non, a besoin autant de qualité que de quantité. Parce que ce qui a fait la différence aussi au niveau des Nigeria, c'est le volume qu'ils avaient en termes de production. Après ce volume, qu'on le veuille ou non, ils vous positionnent, parce que les diffuseurs, qu'ils le veuillent ou non, ils n'ont pas d'autre choix que de faire avec vous. Donc pour moi, il y a ça. En termes de qualité, oui, cette année, parce que quand vous prenez des séries télé comme Sœurs Ennemies, je pense que tout le monde est unanime qu'il y a une qualité qui était là cette année. Quand vous prenez même des films des jeunes comme Andy Melo, National Security, c'est un niveau. Et même aujourd'hui au niveau des longs métrages, que ce soit l'interprète, que ce soit SCD, ne sais pas d'eux, je pense que de 2012 à aujourd'hui, nous avons gagné un peu. Même les cinéphiles s'accordent sur le fait que
il y a un niveau quand même qu'on est en train d'atteindre qui nous positionne. Et même quand on part dans les festivals, moi j'étais au Maroc en septembre passé, mais on a vu des Marocains émerveillés par ce qu'ils ont vu comme production cinématographique ivoirienne. Donc aujourd'hui, pour moi, l'industrie s'emporte de mieux en mieux et je suis convaincu que 2017-2018, on va aller encore un peu plus fort. Exploser. En tout cas, on a de belles promesses pour 2017. Je rappelle, si vous êtes à peine devant votre poste récepteur, mesdames et messieurs, que nous sommes en direct pour Matin Bonheur. Et oui, ça a déjà commencé depuis un peu de temps maintenant. Nous sommes en compagnie de Guy Kalou et puis on discute avec lui de sa carrière de l'état du cinéma. On va revenir à lui dans quelques instants, juste après. Ah bah après la météo et le JT. Le saviez-vous? L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire s'est nettement amélioré. Le tribunal de commerce d'Abidjan a été institué pour créer un cadre des affaires sécurisé. Pour les petits litiges de moins de 2 500 000 francs, ne soyez plus préoccupés. Saisissez directement le tribunal du commerce d'Abidjan en remplissant les formulaires disponibles sur le site. Les frais de justice sont seulement de 15 000 francs CFA. En plus, les décisions sont rendues en 30 jours. C'est ici le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, aujourd'hui le lever du jour sera favorable à l'avancée vers le nord, des vents humides qui atteindront le centre-nord repoussant les vents secs et frais dans l'extrême nord. Dans la bande centrale, le sud forestier et même sur le littoral, l'on observera de la brume humide et du brouillard, ensuite le temps sera moyennement nuageux. Les températures au lever de ce jour, 24 degrés pour Abidjan, 25 degrés pour la ville d'Adiaké, 20 à Bandoukou, 22 degrés pour Boaké, 21 degrés à Daloa, 23 degrés dans la région d'Unzi, 20 à Gagnoa et à Korogo, 18 degrés pour le Tompi, 19 à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés pour Sassandra, la maximale de 26 enregistrée à Tabou et 21 degrés à Yamoussoukro. Cet après-midi, le soleil dominera largement le temps sur l'ensemble du pays. Le nord et la bande centrale connaîtront un temps faiblement nuageux et des vents chauds et secs. Le sud forestier et le littoral seront sous un ciel généralement nuageux avec de larges éclaircies. Les températures de l'après-midi, Abidjan va afficher 30 degrés, 31 degrés pour la ville d'Adiaké, 34 degrés à Bandoukou, 31 degrés pour Boaké, 30 à Daloa, 32 degrés pour trois villes d'Imbokro, Gagnoa et Korogo, 29 degrés dans le Tompi, 31 degrés à Odiéné, 30 pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 31 degrés à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Les députés se retrouvent ce lundi sur le coup de 14h à l'Assemblée nationale. Ils vont prendre part à la séance inaugurale de la première législature de la Troisième République. Séance qui va être consacrée à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le calme est revenu et la vie a repris son cours normal dans les villes du pays où ont manifesté pendant 2 jours des militaires mécontents. Le gouvernement a donné une suite à leurs revendications.
Les soldats sont retournés dans les casernes. À Boaké, où le mouvement a démarré, la circulation a repris. Elle est effective aux différents corridors de la ville. Une signature de convention a eu lieu entre la Caisse générale de retraite des agents de l'État et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ce partenariat vise à garantir le droit à la pension de retraite pour tous les travailleurs ayant débuté leur carrière dans le public avant d'intégrer le privé ou inversement. Ami Sissoko. Nos adhérents, il y en a qui ont fait 10 ans dans la fonction publique et quand ils sont venus au privé, ils n'ont pas pu avoir leur retraite parce qu'ils n'ont pas totalisé la somme. Le nombre d'années qu'on demande. Des gens sont morts dans la misère, puis ils n'ont pas de pension. Aujourd'hui, pour réparer cette injustice et garantir le droit à la pension pour tout travailleur, la CECRAE et la CNPS signent une convention de coordination. Elle permet de totaliser l'ensemble des périodes d'assurance accomplies sous les deux régimes en vue d'atteindre la période minimum de 15 ans. C'est l'aboutissement d'un projet initié depuis 1998. 19 ans après, cette convention est signée. Et je peux dire que c'est à la faveur de la réforme du système de gestion des pensions publiques qui a été adoptée en 2012, qui a favorisé cette dynamique, cet élan social qui fait en sorte qu'il y a une bienveillante intention à l'égard des assurés sociaux et pour la garantie de leurs droits et pour la pérennité du système de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Désormais, lorsque un travailleur a fait une partie de sa carrière à la CNPS et à la CECRAE, chaque législation va liquider le dossier en tenant compte de la période passée dans les deux caisses, de sorte qu'ils puissent avoir une pension de retraite là où à l'époque, enfin avant cette convention, il y avait un paiement unique que nous on appelle par exemple l'allocation unique. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ce partenariat entre ces deux institutions de prévoyance sociale va favoriser la mobilité professionnelle du travailleur en quête d'une sécurité de l'emploi. La signature de cette convention permettra désormais aux travailleurs du public et du privé de bénéficier d'une continuité dans le décompte de sa période d'activité sous affiliation de l'IPS-CECRAE ou de l'IPS-CNPS, sans crainte de voir ses droits à pension être remis en cause. La convention de coordination entre la CECRAE et la CNPS signée, son application est maintenant effective. Dans le domaine de l'éducation, le Rassemblement des enseignants républicains exhorte les fonctionnaires à se rendre au travail aujourd'hui, lundi 9 janvier. Le RER se désolidarise de la grève annoncée à la fonction publique. On écoute la déclaration du responsable du Rassemblement des enseignants républicains, Abdoulaye Kouyaté. Les fonctionnaires dont les salaires étaient bloqués depuis 1989 ont vu leur salaire débloqué en 2014, soit 27 ans durant. Tous les fonctionnaires ont effectivement bénéficié de cette mesure. Désormais, chaque 2 ans, le fonctionnaire ivoirien est avancé et sa rémunération connaît une augmentation sensible. Le secteur éducation-formation a vu toutes ses revendications sociales satisfaites par l'État à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Des recrutements massifs et inédits de fonctionnaires et particulièrement d'enseignants ont été effectués pour combler le déficit et pour répondre aux besoins d'emploi jeunes. Plus de 37 000 instituteurs ont été recrutés en seulement 7 ans. En si peu de temps, le président de la République a réussi à réconcilier notre pays avec sa grandeur légendaire, assurer la sécurité pour nos familles, assainir notre économie, mis nos compatriotes au travail. Cependant, nous constatons avec tristesse le retour des grèves intempestives et de la violence dans le milieu scolaire et universitaire, voire dans les services publics. Position du Rassemblement des enseignants républicains. Le Rassemblement des enseignants républicains considère que la grève du 9 janvier 2017 est un mouvement à caractère purement politique
et ne vise que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des enseignants républicains voudrait inviter les fonctionnaires proches du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à se désolidariser de ces mouvements de grève qui visent à saper l'excellent travail réalisé par le président de la République. Les enseignants du RHDP et les fonctionnaires de Côte d'Ivoire doivent s'organiser pour protéger leurs droits au travail par tous les moyens. Nous poursuivons avec le secteur de l'éducation. C'est reparti pour les activités de la cantine scolaire de l'école primaire du village de Saoudi dans la sous-préfecture de Languibonou. Elles ont été lancées récemment par la Fondation Children of Africa et l'ONG Yebokutoun. Objectif de cette initiative, rehausser le niveau de l'éducation dans cette zone. Soro Corona, Kader Sogodougou. Le premier repas de l'année 2017 pour les écoliers de l'école primaire publique de Saoudi dans la sous-préfecture de Languibonou. Ce repas lance officiellement les activités de la cantine de cette école. Une initiative de l'ONG Yebokutoun Saoudi soutenue par Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. À travers cette action, cette ONG veut impliquer les femmes dans la pérennisation des activités de la cantine pour une meilleure formation des enfants du village. Les femmes de l'ONG au niveau du village se sont organisées pour faire des cultures, pour soutenir la cantine. Nous voulons d'abord remercier Maman Dominique Ouattara pour toutes les actions qu'elle pose à l'endroit de l'école primaire publique de Saoudi. La construction de la cantine a permis de relever le niveau de formation des écoliers de Saoudi. Les parents d'élèves saluent l'engagement de l'ONG Yebokutoun Saoudi. Avant, on va au champ, les enfants n'arrivent pas à manger. Ils vont manger au champ pour revenir. Les enseignants, les écoliers et le ministère de l'Éducation nationale félicitent la première dame Dominique Ouattara pour le soutien qu'elle apporte à l'école primaire de Saoudi depuis 4 années. Les meilleurs élèves du premier trimestre sont repartis avec des présents de la première dame Dominique Ouattara. Une manière d'inciter les tout-petits à redoubler d'ardeur au travail. Un mot de santé. L'ONG Lanaya lutte contre la drépanocytose et la leucémie chez les enfants. Elle a organisé samedi dernier la 9e édition de la fête spéciale en faveur des tout-petits atteints de ces maladies. 100 enfants ont reçu des dons à cette occasion. Devi Soyo, Malika Koulibaly. Des poupées, des voiturettes, des bowling, autant de cadeaux pour égayer les enfants malades. Ces enfants sont atteints de leucémie et de la drépanocytose. Une fête à leur honneur pour leur apporter assistance et réconfort. Nous faisons des conférences de sensibilisation et d'information sur la maladie drépanocytose parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la drépanocytose. Notre objectif, c'est cela, donner un petit sourire aux enfants qui sont malades et pour qu'ils oublient un peu en fait leur maladie. Une initiative de l'ONG Lanaya Universelle. Parents et enfants malades heureux de participer à cet événement expriment leur gratitude. Je suis content d'avoir une voiture. Je dis merci à tout le monde. Nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu ces nombreux lots. Ça nous donne vraiment un baume au cœur et de savoir qu'il y a quelque part des personnes qui pensent également à nous. Et nous prions vraiment que cette ONG continue dans ses bonnes actions. À cette 9e édition, 100 enfants malades ont reçu des cadeaux des mères des responsables de l'ONG. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, on estime entre 6 000 et 8 000 bébés nés avec la drépanocytose par an, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'USAID sensibilise les femmes du marché Gouro d'Adjamé à leurs droits en cas de violence. Elles ont également été instruites sur les rudiments qui leur sont nécessaires pour mieux se défendre. Les femmes sont pour la plupart du temps victimes de différentes sortes de violences. Mamadou Kwasi. Marché Gouro d'Adjamé. Ces commerçantes sont sensibilisées sur les violences basées sur le genre. Une campagne de proximité pour permettre à ces femmes et jeunes filles de briser le silence. Il s'agit aussi de faire comprendre à ces femmes leurs droits. Si mon mari me frappe là, il n'y a pas en convocation contre lui. Si mes femmes me blessent, il n'y a pas en convocation contre lui. Si le mari de ma soeur frappe ma soeur, puis il blesse ma soeur, il n'y a pas en convocation contre lui. Mais là, c'est normal. Pour que cette sensibilisation soit faite, pour que les hommes sachent que les femmes sont leurs mères, sont leurs soeurs, elles sont leurs filles quand ils vivent ensemble.
aussi du côté des femmes, je dirais à mes sœurs, le respect. Il faut être humble avec ton mari. Vraiment, je suis très contente de montrer à la population que de ne pas battre sa femme et de ne pas exciser les filles. Elles n'ont qu'à aller à l'école. Au lieu de traîner au marché. Les messages en langue et les sketchs ont permis au public de comprendre que des dispositions ont été prises en vue de les protéger. La structure américaine USAID, à travers son programme Pro-Justice, a présenté aux femmes les procédures à suivre en cas de violence basée sur le genre. Faire la sensibilisation sur ce mécanisme pour que les populations aussi aient l'information que si leurs droits sont violés, elles peuvent se faire assister d'un avocat gratuitement à travers l'assistance judiciaire. Pour renforcer ces actions de terrain, un séminaire impliquant les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre est initié. Il s'agit de trouver un mécanisme pour l'assistance judiciaire aux survivantes des violences basées sur le genre, et cela à travers l'élaboration d'une stratégie nationale. Ce document permettra d'identifier les obstacles judiciaires afin de lutter efficacement contre l'impunité par la répression des acteurs des violences basées sur le genre. L'actualité à l'étranger, le procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'ouvre aujourd'hui à Dakar au Sénégal. Celui qui a régné sur le Tchad entre 1982 et 1990 a été condamné en mai dernier à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Ce second procès sera aussi le dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï Sako qui était là pour l'édition principale du JT sur Matin Bonheur. Bonjour, bonjour, rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, restez avec nous jusqu'à 7h30. Je suis en compagnie toujours de Eva Amani, c'est mon invité principal. Non, je plaisante. Nous causions donc avec beaucoup de plaisir avec Guy Kalou, figure emblématique du cinéma de notre pays, n'est-ce pas Eva? Exactement, que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir en ce lundi. Il nous a parlé de lui, il nous a parlé de ses débuts, il nous a parlé de ses différents rôles qu'il a campés. Criminologue. Et oui, on rappelle qu'il est criminologue, hein. Il combat le crime. Alors, je suis apprenti criminologue. Alors justement, est-ce qu'après après vos études, vous avez exercé une fonction en rapport avec votre formation ou tout de suite vous êtes lancé dans le cinéma? Malheureusement ou heureusement pour moi, quand j'ai fini ma maîtrise appliquée en criminologie, je suis rentré dans une agence de communication événementielle. Et après un an passé dans cette agence, je suis rentré dans une entreprise et c'est dans cette entreprise que j'ai fait mon diplôme en master en communication. Parce qu'après la criminologie, j'ai fait carrément 10 ans dans le marketing. Et puis après, je me suis consacré au cinéma depuis 2015, véritablement. Donc depuis 2015, vous êtes acteur à plein temps? À fond. Vous n'allez plus au bureau? À fond. Je suis dans le cinéma. On recevait ici, pardon Marco, on recevait vendredi dernier le délégué général du FESPACO, M. Soma. Je lui posais la question de savoir si le cinéma était un bon investissement sous nos tropiques. Est-ce que c'était rentable? Est-ce qu'on arrivait véritablement à vivre de son art? On a la preuve avec vous. Après moi, j'ai eu la chance de rentrer dans la production. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques acteurs ici en Côte d'Ivoire qui arrivent vraiment à vivre de leur art en restant acteurs. Je veux parler des acteurs comme Go, Michel et tout, qui sont vraiment assez, je veux dire, demandés à l'international. Mais nous, dans notre cas, c'est plus parce que moi, je suis rentré dans la production que je peux me permettre aujourd'hui de ne me consacrer qu'au cinéma. En plus, je suis responsable d'une école de cinéma, donc c'est des activités qui tournent autour du cinéma, en fait. Mais j'imagine hein, que ce côté criminologie, cette formation, ça vous aide hein, dans votre travail de tous les jours, non? Absolument, parce que c'est une science éclectique en fait qui vous permet de toucher à différents domaines. Nous, en criminologie, nous touchons à la psychologie, à la sociologie et même au droit pénal. Du coup, je veux dire, quelqu'un qui a fait une bonne formation en criminologie, il a des bases qui lui permettent dans n'importe quel domaine de pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans les différents domaines, la base, c'est l'homme. Or, la criminologie étudie l'homme, je veux dire, dans son aptitude à passer au crime ou pas. Voilà, donc c'est ça. Moi, ça m'a énormément aidé dans ma formation, dans mon boulot même marketing. C'est pour ça que dans le rôle de méchant, vous êtes très fort. Parce que vous savez un peu la disposition d'esprit des criminels, on va dire ça comme ça. Effectivement, quelque part, ce que ça m'apporte réellement, c'est que, vous savez, la criminologie vous permettant de connaître la psychologie d'un personnage, ça vous donne donc quand même, je pense, d'entrer mieux. Parce que pour rentrer dans un rôle, il faut connaître son personnage.
En fait, il faut sortir de soi, mais il faut être celui que vous devez jouer. Et ça, je pense qu'il y a des bases au niveau de cette science merveilleuse que nous avons appris à l'université qui nous facilite un peu la tâche. Alors Guy Kalou, nous sommes pratiquement au terme donc, de ce délicieux entretien. On a parlé de beaucoup de choses et Marco n'a de cesse de le dire, vous êtes aujourd'hui une figure emblématique du cinéma en Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes vous regardent, ils vous admirent à la télévision, ils espèrent, ils veulent faire comme vous. Si vous aviez un conseil à donner pour finir à tous ces jeunes acteurs ou ces jeunes acteurs en devenir, quel serait-il? Est-ce qu'il faut rester soi-même? Est-ce qu'il faut justement dédoubler sa personnalité pour pouvoir rentrer dans différents personnages? Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes acteurs? Déjà, ne jamais venir au cinéma parce qu'on a envie de se faire voir. D'accord. Ça, c'est la première chose qu'il faut éviter. Deuxièmement, je pense qu'il faut, parce que même nous avons commencé sans être formés, mais au fur et à mesure, nous nous sommes formés auprès des anciens. Donc, deuxièmement, il faut, même si on a eu la chance de rentrer dans un film tout de suite, il faut se former au fur et à mesure. Troisièmement, il faut être patient. Il faut être patient. Le succès ne vient pas tout de suite. Absolument. Quatrièmement, je pense que la gloire n'est pas de notre fait. Ce n'est pas à nous d'être glorieux, c'est à Dieu d'être glorieux. Il faut simplement être là où il faut, en priant, et puis bon, lui, il va vous donner après le reste. Très bien. Belle conclusion. Très belle conclusion. Dis donc, Marco, vous m'ôtez les mots de la bouche. Oui. Merci beaucoup, Guy Kalou. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau pour bénéficier de votre expérience et de vos sages conseils. Donc, j'espère qu'ils ne sont pas tombés dans l'oreille de sourd. Merci encore. Excellent lundi à vous. Et puis, restez toujours connectés sur RTI1 pour Matin Bonheur. On n'a même pas le choix. Vous avez mangé ce matin? Malheureusement, non, mais c'est prévu. La grande sœur Fadiga m'a prévu. Et c'est quoi votre petit-déj préféré? Garba. Oula. Oh non, on est loin du Garba aujourd'hui. Hein, parce qu'on a cette rubrique-là qui arrive qui permet aux téléspectateurs de partager avec nous leur petit déjeuner sur nos réseaux sociaux. Donc la page Facebook Matin Bonheur officiel, le compte Twitter RTI Matin Bonheur et le compte Insta que je vous donnerai dans quelques instants. Petit-déj, c'est parti. Ce qui me plaît, c'est que Guy Kalou a été honnête. Hein. Il a dit ce qu'il aime, il a dit le garba. Il n'a pas fait comme quelqu'un, suivez mon regard, qui aime donner le nom de petit déjeuner un peu alambiqué. Suivez mon regard. Alors... Ouais, non, moi j'aime bien tout ce qui est il a dit garba. Moi, tout le monde sait, c'est le riz couché. Maintenant, Toueva, elle nous parle parfois de bacon. Oui, quelquefois des viennoiseries. Alors que c'est une bonne aficionados de pain baoulé. Alors, et voilà maintenant l'image du jour, le petit déjeuner, c'est de l'attiéké, un piment dans le rond central et sur le côté, ailier de débordement, des crabes. Ah là là, ça donne crabes braisés. Ça donne un match épique et ça, c'est magnifique. Ça nous vient, tenez-vous bien, ça nous vient de Tiemelekro. Il y a des crabes là-bas? Dans le Nzikomwe. Vraiment, nous saluons tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de la Côte d'Ivoire, ce bel endroit, vraiment, qui est au cœur de la Côte d'Ivoire. On salue tous ceux qui nous regardent de Tiemelekro, c'est dans le Nzikomwe. Alors, parce que j'ai parlé de Béomi tantôt, qui est mon village, monsieur nous vend Tiemelekro. Non, moi j'ai... Les crabes, ce sont des crabes poilus hein, et braisés. C'est super bon. Ah, ça? Si vous avez jamais essayé... À qui le dites-vous? Il y en a beaucoup à Tiemelekro, à ce qu'il paraît. Marco, oui, on va passer à la suite. Et la suite nous emmène tout droit vers un homme qu'on aime beaucoup et qui sera très sollicité dans quelques semaines seulement parce que vous le savez, mesdames et messieurs, dans une poignée de jours seulement, on aura la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, en Afrique australe, avec des clubs, des pays, hein, pas de clubs, des pays qui vont essayer de rivaliser d'ardeur, d'adresse afin d'attraper le Graal et c'est pas évident. Serge Dakouri, bonjour. Bonjour. C'est tout un programme. Mais oui, tout un programme, jour J-5. Juste après les jingles, il faut bien vous installer. Serge Dakouri, rebonjour. Bonjour. On commence à parler d'un rapport d'études du net sur le sport. Effectivement, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi sur le sport depuis 2014. Eh bien, il y a eu un rapport d'études qui a été effectué, voilà les images par le BNet, c'était jeudi dernier, sur effectivement cette loi sur le sport. Une étude qui a duré 4 mois, 4 mois durant lesquels le BNet a fait appel à tout un monde de personnes, notamment des sportifs, des ingénieurs, pour faire un rapport sur la loi sur le sport, avec bien entendu Yeo Martial, ex-entraîneurs, des managers, des chefs d'entreprise qui ont réfléchi sur cette loi sur le sport. Ça a coûté 400 millions au BNet et pendant 4 mois,
il y a eu une étude globale sur 8 disciplines en Côte d'Ivoire pour faire un rapport. Et ce rapport a été fait par le BNET et donc qui a été remis au ministère des Sports. Le ministre Amicha était présent. Et bien à partir de maintenant, vous verrez que les sportifs vont bien vivre de leur art parce que nous étions dans un amateurisme marron. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconversion pour nos athlètes, les droits et devoirs, tout ça. On ne signe pas de contrat et on prend les sportifs vraiment à vil prix. Désormais, avec cette matrice, vous voyez le ministre, eh bien, c'est un rapport de 200 pages qui a été effectué. Et donc, cette matrice va permettre au ministère des Sports, désormais, de pouvoir appliquer cette loi sur le sport, permettant donc à nos sportifs de vivre décemment de leur discipline. C'est un peu cela qui a été fait jeudi dernier au BNET, en présence de M. Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, et le ministre Amicha, à qui nous avons remis ce rapport sur la loi sur le sport. Très bien. Alors, le Ballon d'Or Africa, c'est officiel et c'est... Ben écoutez, voilà l'image. Ce n'est pas, c'est l'Algérien Riyad Mahrez. Oui, c'est le joueur de l'équipe de Leicester en Angleterre, milieu de terrain gaucher. Eh bien, il a permis à cette petite équipe qui ne fait pas partie des gros bras du championnat anglais, c'est-à-dire Arsenal, Chelsea, Manchester City ou Manchester United, eh bien, ce petit poussé, qui est l'équipe de Leicester, a été champion l'année dernière, déjouant tous les pronostics grâce à cet Algérien qui a été l'homme des passes décisives. On parle de 20 passes décisives, 17 buts marqués pour un milieu de terrain. Il a crevé l'écran l'année dernière en Angleterre. Et avant ce Ballon d'Or, il avait été élu meilleur joueur africain du championnat anglais. Et bien, fort logiquement, il a dévancé Pierre-Emerick Aubameyang en ayant 376 points. Aubameyang est revenu avec 316 points en deuxième position. Et le troisième a été le Sénégalais Sadio Mané. Cette distinction s'est faite du côté de Lagos par la CAF, qui a donc couronné ce joueur algérien qui a permis donc à Leicester d'être champion et aussi à Abuja, pardon, et donc qui a permis aussi à son équipe d'Algérie de se qualifier pour la CAN 2017. Très bien. Parlons de la CAN 2017 justement. La Côte d'Ivoire dévoile sa liste de 23. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Eh bien, il n'y a pas eu véritablement de surprise. C'est généralement les meilleurs qui ont été choisis, puisque Gervinho étant blessé, le coup de maître réalisé par la fédération, c'est l'apport de l'anglais, le binational Wilfried Zaha, qui avait joué avec la sélection des jeunes d'Angleterre. Eh bien, l'équipe de Côte d'Ivoire l'a courtisé. Eh bien, il a signé avec la Côte d'Ivoire. Eh bien, il a fait partie de l'équipe qui a joué hier en match amical à Abu Dhabi pour son retranché. Eh bien, la Côte d'Ivoire s'est permis le luxe de battre la Suède hier 2-1. Donc, jour J-5, dans 5 jours, la CAN commence. Eh bien, nos éléphants sont en forme. Ils ont battu la Suède. Et il faut qu'on vous le dise, dans 2 jours, un deuxième match amical contre l'Ouganda permettra donc aux éléphants de peaufiner la stratégie avant le départ sur le Gabon. Alors, moi j'ai une question un peu de géographie à vous poser. Hein. On en parlait avec Eva. Hein. Ah bon? Le Gabon, je vais dire, il y a un côté en Afrique équatoriale, en Afrique australe, en Afrique centrale. Est-ce que tout ça, cet agrégat de choses-là, ne fait pas qu'il y a une préparation particulière par rapport au climat? Bah, écoutez, il faut reconnaître, en ce moment, il pleut un peu au Gabon. La Côte d'Ivoire est du côté d'Abu Dhabi. Logiquement, quand vous remarquez, vous direz que est-ce que le climat est adapté? Non. Mais pourquoi Abu Dhabi? C'est à cause des installations sportives. Là-bas, à l'Hyatt Hotel, dans le complexe, il y a toutes les installations pour pratiquer un haut niveau avec nos professionnels. Il faut être dans un niveau professionnel quand vous avez 23 joueurs. Et donc, c'est pourquoi l'équipe de la fédération a choisi ce lieu. Mais en ce qui concerne les 23, c'est 3 gardiens, 7 défenseurs, 6 milieux et 7 attaquants, avec 2 trouvailles, Wilfried Zaha et Pépé Nicolas, 2 jeunes joueurs qui vont être dans leur véritable baptême de feu à cette grande messe du football africain qui démarre dans 5 jours, la 31e édition. On espère que la Côte d'Ivoire, championne en titre, va conserver son titre, même si 15 autres nations attendent patiemment pour voir rivaliser d'ardeur face aux éléphants de Côte d'Ivoire. On a beaucoup d'espoir. On y croit. On commence par le Togo, le 16, le 20 face à la RD Congo et on finira par un débat dans un duel. Hervé Renard, notre ancien sélectionneur, face à Michel Dussier, ce sera le 24. Très bien. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. À bientôt. Si on gagne, j'offre un voyage tout frais payé à Eva Amani au Maroc. Au Maroc. Devant la nation entière. Hein, et puis c'est un pari. Hein. Devant le monde mondial, je dirais même. Mais on va ensemble. Ah non. Non.
Alors, on va passer à la suite. Merci encore Serge Dacoury. On prendra sûrement beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain pour votre chronique sportive. Celle qu'on prend toujours énormément de joie à voir et à écouter. Elle vous a présenté la titrologie à l'entame de cette émission. Elle revient à présent pour une revue de presse beaucoup plus complète. Fatim Djedji. Rebonjour Fatim. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Et aujourd'hui, notre revue de presse sera très spéciale. Et oui, revue de presse exclusivement consacrée aux événements de ce week-end. On commence avec le journal de l'opposition, Notre Voix originale. L'article débute ainsi. Je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ce sont les mots du chef d'État adressés aux mutins qui, eux, lui répondent par la voix de leur porte-parole, Maître Siaka Ouattara. Nous sommes satisfaits de cette décision qui apporte une réponse aux problèmes de l'ensemble des militaires. Le président nous a compris, il est passé à la télévision, et il a démontré aux yeux de la nation ivoirienne qu'il nous a compris. C'est donc par cet échange, même indirect, que la mutinerie de 3 jours a pris fin dans le pays. Les ex-combattants et les militaires de l'armée régulière avaient des revendications précises. En ce qui concerne les ex-combattants, ils réclamaient leur prime de démobilisation fixée à 5 millions de francs CFA par soldat et une villa pour chacun. Pour les seconds, le paiement des primes, l'augmentation des salaires, la réduction du temps passé dans les grades et l'éclaircissement à propos d'une supposée prime écomog selon le ministre en charge de la Défense. Ça, ce sont les faits. Voici les révélations de Notre Voix. Selon le journal, cette mutinerie a vraiment débuté le 7 décembre 2016. Il y a une rencontre ce jour-là qui a été convoquée par le préfet de région et on y apprend, alors c'est un haut gradé de l'armée sous couvert d'anonymat qui nous dit que le commandant de la 3e Légion militaire de Bouaké avait alerté l'autorité préfectorale sur le mécontentement qui se manifeste en sourdine au sein de la Grande Muette. L'article aussi précise que ces revendications ont déjà été portées à la connaissance du gouvernement en novembre 2014 et on se rappelle que Alassane Ouattara avait lui-même reçu les mutins avec la promesse de réagir dans les plus brefs délais. Autre journal, L'Expression, l'article de Mba Aboubakar, c'est simple, pour lui, Alassane Ouattara était l'homme de la situation. Il dit que c'est un chef, un grand homme d'État qui a montré sa stature étatique à la résolution des conflits. Alors, pour lui, contrairement aux autres chefs d'État qui auraient certainement musclé le torse et sorti le colt, Alassane Ouattara a tout fait pour apaiser la situation. L'article précise que le président a transcendé tous les clivages pour engager le dialogue avec les mutins et que dès le premier coup de sang des soldats, il a envoyé à Bouaké son collaborateur chargé de la défense. Et à son retour d'Accra, où il s'est rendu en qualité d'invité spécial à l'investiture du nouveau président Nana Akufo-Addo, le chef de l'État est encore entré en contact téléphonique avec les mutins pour échanger à ce sujet. L'article rappelle aussi que le chef de l'État a fait remarquer son désaccord avec cette manière de revendiquer qui n'est pas appropriée. On va passer au journal Le Jour, toujours sur le même sujet, qui donne la parole à l'ancien ministre Joël Nguessan, porte-parole du RDR, qui dénonce avec véhémence les défaillances dans la chaîne de commandement et des décisions militaires. Selon lui, on n'a pas, c'est vrai, à déplorer de pertes en vie humaine et de gros dégâts d'ordre matériel. Mais cette mutinerie a créé des désagréments au niveau de la population, au niveau des acteurs économiques. Il nous donne un exemple. Les opérateurs économiques ont dû perdre des marchés à cause des blocages et des différents corridors dans les différentes villes du pays. Au-delà de ces désagréments, pour Noël Nguessan, c'est l'image du pays qui en prend un sacré coup. Parce qu'à l'heure actuelle, les chancelleries du monde entier se demandent quelle est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Autre article, toujours sur le même sujet, à lire cette fois-ci dans l'Intelligent d'Abidjan. Ce sont les verbatims de plusieurs personnalités de Bouaké qui reviennent sur ces événements. On commence avec le maire Nicolas Youssouf Djibo qui dit « Ce soir, tout est rentré dans l'ordre. C'est un maire rayonnant de joie qui s'adresse à la population. Dès demain, la ville de Bouaké va connaître son cours normal des choses. Voilà 2 jours de non-perception de taxes. C'est la recette municipale qui perd beaucoup. » Autre article, autre verbatim plutôt, Mondeni Diomondé, une députée de Bouaké, qui dit « Ce n'est déjà pas des négociations, c'était juste des discussions entre les enfants du pays et leurs responsables. J'en suis vraiment heureux ce soir, car en tant que maire, voir nos enfants se manifester de la sorte est alarmant. »
Monseigneur Awana Siméon, archevêque métropolitain du diocèse de Bouaké, lui dit « Les soldats sont nos enfants et nos jeunes frères ». Il pensait que leur comportement ces 2 jours était une expression, une manière à eux de s'exprimer. Aussi, une manière d'exprimer leur angoisse et leurs besoins, mais aussi leurs souffrances. Ça, ce sont les verbatims. On va passer maintenant à notre voix classique qui, lui, nous propose le film de la prise d'otage du ministre qui s'est rendu samedi à Bouaké pour rencontrer et discuter avec les médecins. 13h30, arrivée du ministre au domicile du sous-préfet où il est accueilli par le corps préfectoral, les guides religieux et les responsables de la société civile. 15h27, une forte délégation des insurgés arrive au domicile du sous-préfet. 15h30, début des échanges entre les autorités et les militaires. 19h10, fin des échanges factuels. Et ça, c'est la version édulcorée. Car plus tard, que s'est-il passé? Un militaire qui a décrié « c'est une foutaise, vendredi est loin », qu'il nous donne une date exacte, sinon personne ne sort d'ici. Et c'est aux environs de 22 h seulement qu'un terrain d'entente a été trouvé et que le ministre Alain Donwani et sa délégation, les autorités locales et les journalistes sont alors libérés et peuvent rentrer chez eux. Merci Fatim Djedje. Alors avec vous, on a revu le film donc, des événements de ce week-end. Marco. Merci beaucoup Fatim. À demain. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, toujours avec la même fidélité et le côté factuel des informations. Eva, vous connaissez l'Arabie Saoudite? De nom. De nom, justement, ça tombe bien, parce que le nom Arabie Saoudite, c'était un 9 janvier que ça a été donné, en 1926, et cela par le roi du Hejaz, Ibn Saoud, depuis, on l'appelle l'Arabie Saoudite. Et puis pour rester dans la spirale des événements marquants de cette journée, sachez que le 9 janvier 1896, c'était la mort de l'un des plus grands auteurs de sa génération en France, Paul Verlaine. Voilà, merci d'être avec nous. Le rendez-vous, Paul Verlaine. Je ne suis pas Verlaine. Oui. Marco, je ne suis pas Verlaine, mais je te le dis quand même, je t'aime. Enfin, il va falloir matérialiser tout ça lors des vacances au Maroc si la Côte d'Ivoire gagne la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est ça, matin bonheur, la bonne humeur, les couleurs, les inspirations poétiques d'Eva et puis surtout la thématique qu'on a maintenant. C'est parti. Voilà, oui, on reviendra dans quelques instants sur le point route. Ne vous inquiétez pas, avant la fin de cette émission, vous aurez le point de la circulation à Abidjan. Marco l'a dit, on va passer à présent à la thématique. Et le thème aujourd'hui, je suis sûr qu'il va en intéresser plus d'un. Ah ça, absolument. Comment se sortir des mauvaises dettes? Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent endettées. Le spécialiste nous le dira, il y a des bonnes dettes, il y a de mauvaises dettes et on peut même se retrouver surendetté. Quand on se retrouve face à une telle situation, comment s'en sortir? On regarde déjà cette capsule et on revient sur le point. Le magasin, là, ça ne marche pas. Si tu restes là, tu peux faire 2 jours, 3 jours, ça ne marche pas. Même dans la fête, là même, on n'a rien vendu. Tout habit qu'on a payé là, on a plié pour mettre dedans. Jusqu'à faire des ramadans encore, on va faire sortir. Nos maris là, il n'y a pas de travail. Alors qu'on a beaucoup d'enfants. Problème de manger, payer maison, avec médicaments, moi je suis malade. Alors, pour faire face à ces charges locatives et réussir à joindre les deux bouts, Dame Soumaoro initie un autre commerce, celui des pop-corn, communément appelé bon maïs. Mais là encore, la tâche n'est pas de tout repos. Si on prend crédit à la banque pour mettre dans marchandises, à la fin du mois là, on ne sait même pas comment on va faire. Les gens des banques là, on nous appelle, on nous appelle. Si tu ne payes pas, ils viennent ici pour t'embrouiller. Tu vas avoir honte dans le quartier. Donc tu es obligé de chercher pour aller payer. Ça nous fatigue même. Massiani Soumaoro n'est pas la seule à vivre sous la pression de la dette. Ramatou Kone, commerçante dans le même marché de Koumassi, raconte elle aussi son calvaire. Le crédit qui est pris là, c'était l'école de mon enfant. C'était ça. Je n'ai pas pu payer.
C'est tout qu'elle est énervée, elle me dit, ah madame, pour fait, tu vas payer. C'est qu'il a payé, mais ça ne marche pas. Puis quand elle est gâtée, ça ne marche pas. Quand il vient encaisser, je lui dis pardon, pour venir tel jour, tel mois, il a payé. Et puis quand il vient aussi, il paye aussi. Dans la commune de Koumassi, elles sont nombreuses les commerçantes qui vivent cette situation de crédit à rembourser. Selon elles, ce difficile remboursement met à mal l'évolution de leurs activités commerciales. Pour qu'elle est devenue chère, les éleveurs font 1300 le kilo. Quand on vend là, on s'en sort plus. Il y a crédit, dette. Moi-même qui est assis là, il y a dette sur moi. Je ne sais même pas comment il va payer crédit là. Cette fois-ci, on va m'envoyer au commissariat. Il n'y a pas d'intérêt dessus. Quand tu vends l'argent là, si ça ne sort pas là, c'est crédit qui est sur toi. Il y a 10 enfants. Qui va me donner? J'ai ça, je débrouille un peu et puis je mange à mes enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui va me donner. À Trècheville, cette autre commerçante rencontrée nous livre son secret pour éviter les mauvaises dettes. J'ai fait de moi mes pains un peu jusqu'à aujourd'hui, c'est arrivé. Grâce à Dieu, c'est arrivé là où ça peut. Mais je n'ai jamais essayé avec crédit. Je préfère payer les trucs en gros, utiliser un peu, à ce que ça finit, puis repayer encore. Au début, on a commencé à 15 000 francs. Aujourd'hui, on fait des dépenses de 30 000, 35 000. Tu as pris crédit de 1000 francs et puis c'est 100 francs par jour. Là. Tu peux rembourser facilement. Tu as les prendre crédit de 200 000 et puis tu as fait comment pour rembourser? Une chose est de prendre un prêt pour agrandir son commerce. Une autre chose est de le rembourser convenablement. Une situation parfois difficile pour les commerçants dont le commerce va au ralenti. Merci à Doua Delazer, notre reporter sur le terrain. Vous savez que chaque fois qu'on a la thématique, il y a un sujet, il y a un élément magnéto qui vient sous-tendre la discussion qui va avoir lieu quelques minutes après. Et ça nous montre franchement l'étendue du problème, hein, l'acuité de cette situation que vivent ces dames et beaucoup de personnes en général. Pour nous en parler sur ce plateau, nous avons la grande chance et le grand bonheur d'avoir quelqu'un, un sachant, éducateur financier, c'est sa fonction. Monsieur Marcel Diaga est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, première question que je vais poser tout de suite, c'est quoi une mauvaise dette? Une mauvaise dette, tout de suite, on va dire que c'est une dette qui ne profite pas. Voilà. D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, à Marcelin, à Eva. Une mauvaise dette, donc, comme je le disais, c'est une dette qui ne profite pas du tout. Voilà. Vous la contactez et on va dire qu'elle vous crée des soucis. Voilà. Elle vous emmène loin de vos objectifs. Elle vous fait dépenser. Elle vous ruine en fait. Voilà, une mauvaise dette. C'est une dette qui ruine, qui ne profite pas du tout. Pour mieux comprendre, dans la pratique, est-ce qu'on peut avoir un exemple de mauvaise dette et un exemple de bonne dette? Voilà. Une bonne dette, ça peut être une dette que je prends. Bon, il faut comprendre que la bonne dette en est le mécanisme de remboursement en fait. Voilà, on parlait tout à l'heure, vous avez écouté les dames parler. Une qui prend peut-être un crédit avec quelqu'un, un prêt, pour acheter peut-être une bonbonne de gaz à 5 000, qu'elle utilise pour faire des tartines. Voilà. Qui génère de l'argent. Ça génère de l'argent, donc c'est 5 000 francs qui ont acheté cette bonbonne. Crée en eux le mécanisme de rembourser déjà ce qu'elle a pris. Donc si c'est des choses qu'elle vend qui font 2 000 francs peut-être par jour ou par mois, je ne sais pas, mais il y a toujours quelque chose qui sort de ce qu'elle vend comme un revenu pour pouvoir combler de sorte à payer cette dette qu'elle a prise, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une bonne dette parce qu'elle génère quelque chose pour rembourser. Voilà. Mais la mauvaise dette, c'est ce qui ne génère rien du tout. Au contraire, elle vous fait sortir de l'argent de la poche. Vous pouvez prendre une dette par exemple, et c'est selon une voiture par exemple, quelqu'un qui achète une voiture. C'est une bonne voiture, on peut en profiter et faire ses courses, tout ça. Mais il prend la voiture et cette voiture n'est pas peut-être mise dans le domaine du transport. Elle ne rapporte rien du tout. C'est une voiture qu'il faut entretenir, il faut aller chez le mécanicien chaque fois. Elle vous fait sortir chaque fois de l'argent. Plus de problèmes. En fait. Plus de problèmes parce qu'elle a été prise pas pour aider les enfants à aller à l'école, mais juste parce qu'on voulait avoir une voiture. Voilà. Elle ne règle rien. Elle n'apporte que du souci par exemple. Il y a plusieurs exemples comme cela. Voilà, donc voici un peu. Alors, quelles sont les causes lointaines, les causes immédiates? Qu'est-ce qui provoque ça, cette ruée vers les dettes néfastes, on va dire ça comme ça? Je pense d'abord qu'on a un cadre intéressant pour parler de cette histoire, parce que de plus en plus, vous entendez parler d'éducation financière, ça commence à venir en Côte d'Ivoire. Et je vais déjà remercier le ministère de l'Éducation nationale, avec M. Yao Félix, qui fait un gros travail à ce niveau, pour éduquer les instituteurs et les élèves enseignants sur la question de l'éducation financière. C'est très important, c'est en marche en Côte d'Ivoire. Et dit que la chose part depuis très tôt, je vais dire de l'enfance déjà. On n'a aucune culture financière. On va vous parler d'épargne, des cultures de l'épargne, c'est vrai,
Mais après, il faut parler des cultures, d'entreprise. Quand vous dites on, vous parlez de qui? Je parle en général de la Côte d'Ivoire, du pays, du gouvernement. Peut-être qu'on va mettre les choses en avant au niveau des écoles pour parler de l'épargne, pour parler de ceci-là. Mais il y a un problème, c'est qu'on n'a aucune culture financière. Il faut donc à la base former les enfants, depuis l'école maternelle, sur les questions d'argent. Voilà. Il faut aborder les questions d'argent. On nous enseigne pour la plupart sur comment aller à la dot, comment se marier, comment même traverser une route. Mais pour les questions d'argent, c'est tabou à la maison. Voilà. Quand on demande un stylo, papa, j'ai eu de l'argent pour un stylo. Ah, tu penses qu'on ramasse l'argent? Déjà, on évolue avec cette mentalité-là. Il y a un mystère, voilà, c'est mystifié. Du coup, on n'a pas d'enseignement ni de formation sur les questions d'argent. C'est par exemple comme un soldat qui n'avait pas été formé à l'utilisation d'une arme et qui la tient. C'est un danger pour lui, pour sa famille, pour sa communauté. L'argent blesse les gens chaque matin. L'argent assassine chaque matin parce qu'on n'a aucune formation, aucune culture sur l'argent. Voilà. Et voilà comment on se retrouve là-dedans. Maintenant, pour concrètement dire ce qui se passe, c'est que réellement les gens n'ont pas d'objectif clair en fait, quand ils vont vers l'argent. Ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut dire, c'est que pour aller prendre une dette, contracter une dette, il faut s'assurer de ce qu'on appelle la capacité à rembourser. Je vais prendre 10 000 francs de crédit. C'est parce que je sais que j'ai 2 000 francs pour moi chaque matin, ou bien chaque mois. Je vais dire chaque mois j'ai 2 000 francs que je gagne. Alors je prends 10 000 francs que je peux rembourser, alors 1 000 francs sur 10 mois. Et j'ai 1 000 francs pour vivre, pour moi, avec ma famille. Il ne s'agit pas aussi de prendre et puis on ne saura pas comment vivre nous-mêmes. Donc j'ai la capacité à rembourser qui est de 2 000 francs. Et dans ces 2 000 francs, je peux payer 1 000 francs par jour. C'est d'ailleurs ce qui fait que le banquier, quand vous le rencontrez pour prendre, contracter une dette ou bien un crédit, il vous dira il a besoin d'un certain nombre de garanties. Justement, votre salaire constitue déjà pour lui cette capacité à rembourser. Très bien. Déjà. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cette capacité-là, il ne va pas plus vous donner. Il faut savoir si vous êtes solvable ou pas. Vous êtes, forcément. D'accord. Je rappelle que nous recevons M. Ziaga, Marcel Ziaga, qui est éducateur financier. Avec lui, on parle de mauvaises dettes, comment s'en sortir. Je vous rappelle que cette émission est interactive et cette partie de l'émission également, notre page Facebook est à votre disposition. Matin Bonheur officiel, vous pouvez y aller et poser toutes vos questions que vous voulez, toutes les questions que vous voudrez à l'expert qui prendra beaucoup de plaisir à y répondre. Monsieur Ziaga, quels sont les signes? À quel moment on doit se rendre compte qu'on est endetté et qu'on ne s'en sort plus? Quels sont les signes qui doivent, dans la tête, tirer la sonnette d'alarme? Oui, il y a des signes évidemment. Et ça, on n'a pas besoin de le dire. Vous le saurez. Vous le saurez vous-même. C'est un peu comme du sang. Quand vous commencez à perdre du sang, vous vous en rendez compte que vous commencez à vous-même ne pas vous retrouver à avoir quelques tourbillonnements ou bien, que je sais pas, des vertiges. Donc c'est comme ça l'argent. À un moment, en fait, on peut comparer ça aussi à quand tu as un portable en main, tu as assez d'unités de crédit dans le portable, tu appelles tout le monde, ta grand-mère, ton grand-père, tu appelles tout le monde. Et lorsque tu rends compte qu'il reste peut-être 2 000 sur les 30 000 francs, on commence à gérer. À gérer et à dire à tout le monde, mais arrêtez de m'appeler. C'est pas, vous me bipez chaque fois, je ne peux pas appeler. Voilà, vous sentez la pression, n'est-ce pas? Donc financièrement, c'est comme ça. Vous avez peut-être 10 millions sur vous, c'est la Java, on bouge partout. Mais à un certain moment, vous arrêtez les choses parce que vous sentez que non, c'est dangereux. Voilà. Donc vous pouvez sentir que vous êtes endetté lorsque vous n'arrivez plus du tout à vous en sortir. Vous voyez autour de vous, il y a des éléments, il y a des choses que vous ne pouvez vous permettre de faire. Et la question de la dette, je veux encore être très clair avec la dette parce qu'il ne faut pas... le vrai problème en matière d'argent, voilà, c'est nos émotions, nos pulsions. Voilà. Il faut aborder l'argent avec ce qu'on appelle une intelligence, en fait. Une certaine sérénité. Une sérénité, une réflexion. Ce n'est pas à l'argent de nous contrôler, c'est nous qui contrôlons l'argent. Voilà. Or, le problème, ce qu'on constate, c'est que les gens sont contrôlés par l'argent. C'est l'argent qui te dira, bon, tu as une réunion, tu es le plus petit, mais prends la parole, dis ce que tu veux à tout le monde. Comme on dit, l'argent est un très bon esclave. Mais et l'argent te dira, alors oui, c'est ça. Aujourd'hui, bon, voilà. Dans les réunions de famille, on écoute plus celui qui est nanti que celui qui est plus sage ou le plus âgé. Un peu comme l'argent te dira encore, bon, cette fois-ci, tais-toi parce que tu n'as rien du tout. Mets-toi derrière. Exactement. Doucement. Voilà. Donc, il y a cette pression-là qui nous suit. Et non, ça ne doit pas être comme ça. C'est à nous de dominer, d'être responsables. Voilà. Quand on doit de l'argent à quelqu'un, nous sommes responsables. On ne se cache pas. On ne prend pas des raccourcis. D'accord. Voilà. Il faut aborder, il faut passer chaque fois devant la maison du chien qui doit lui saluer. C'est pas évident. Non, mais il faut le faire. On fait de grands détours. Voilà, dans quand les on voit sa on voit les enfants du monsieur, on est dans la broussaille. Voilà, c'est sa femme qui passe là. Il faut être serein. Vous êtes serein parce que il s'agit de vous de contrôler l'argent. Ce n'est pas l'argent qui vous contrôle, au point de devenir quelqu'un qui était bien dans le quartier, qui devient carrément quelqu'un de... Voilà, ou bien qui a la maison fermée pendant 2 jours, 3 jours, je sais pas. Donc c'est à vous d'aller
Ça rend malade. Voilà, il faut appeler vos créanciers, leur dire ce qu'il y a, je ne peux pas, je capitule là. Voilà, il faut qu'on renégocie. Oui, on renégocie les choses, justement. D'accord. Alors, une question qui nous vient de M. Masbitian sur le compte Facebook. Alors, quelle est la différence entre l'endettement et le surendettement? Ok. L'endettement, voilà, je parlais tout à l'heure de capacité à rembourser. Vous voyez, capacité à rembourser. Je suis endetté. J'ai une petite surface au moins pour pouvoir rembourser ma dette. C'est-à-dire qu'au moins, j'ai pris peut-être un prêt de 500 000 francs. C'est un exemple. 500 000 francs. Je suis... Pour vivre normalement, peut-être qu'il me faut 300 000 francs, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a même 200 000 francs de plus. Voilà. Et j'ai pris une dette de 500 000 francs qu'il faut rembourser. Sur les 200 000 francs qui me restent, je peux chaque fois payer la dette, régler, n'est-ce pas? Voilà. Je suis endetté en ce moment, mais j'ai au moins une capacité à rembourser. Mais on est vraiment surendetté qu'on n'a même pas cette capacité. Voilà. On n'a pas cette capacité. Et on doit aller vers d'autres dettes encore pour pouvoir combler d'autres dettes. On a plusieurs, je vais dire, schémas ou trous qu'on creuse autour de nous, de sorte qu'on tombe dans ce qu'on appelle une sorte de spirale. Voilà, donc on est totalement, voilà, on ne peut pas s'en sortir. Donc on est au-dessus. Ou ce sont les margouillas qui contrôlent les cartes bancaires, tout ça? Malheureusement. Ça aussi, c'est un souci. Ça arrive. En général, à des fonctionnaires. À des fonctionnaires. Oui, j'ai eu quelques statistiques avec mon ami Yao, effectivement, l'éducation nationale, mais ce n'est pas intéressant pour le milieu des enseignants, effectivement. Alors, mais pas seulement eux-mêmes, avoir sa carte de crédit au main d'un usurier qu'on appelle le margouilla. On va définir, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, les margouillas, ce sont ces usuriers, pas facile à dire, ces usuriers-là, voilà, à qui on emprunte de l'argent et qui finalement récupèrent leur carte magnétique. Et à qui on va demander une partie de son salaire, puisque c'est eux qui gèrent carrément nos finances. Bien sûr, c'est eux qui te disent, mais c'est la fin du mois, c'est arrivé, tu peux passer prendre. C'est triste, c'est des situations vraiment tristes. J'imagine à quel point on doit se sentir désespéré pour en arriver à une telle extrémité. Alors justement, quand on se retrouve malheureusement dans ce genre de situation où on est endetté, voire surendetté, on a l'impression qu'on est perdu et qu'on n'a pas d'issue. Comment s'en sortir à ce moment-là? Oui, comment s'en sortir en ce moment, c'est la question. Il faut d'abord savoir, je veux juste savoir le type de dette que vous avez. C'est avec une banque ou c'est avec des gens au niveau informel? Tout en même temps. Tout en même temps. Si c'est tout en même temps, alors il faut faire la part des choses. Dans votre quartier ou bien dans votre domaine, dans votre activité, ceux à qui vous devez, il faut être franc avec eux. Voilà. La chose, c'est de rassurer le créancier. Il faut le rassurer. Et comment rassurer quand on n'a rien? C'est clair, ça ne va pas. Ça ne va pas, mais il ne faut pas se cacher. Il faut rassurer le créancier. Vous approchez le créancier et vous renégociez en fait les échéances. C'est tout. Vous renégociez. Il ne faut pas se cacher. Autre chose, pour ceux peut-être qui sont mieux organisés au niveau des salaires et tout, il faut faire la liste de tout ce à qui vous devez, combien vous leur devez et tout. Faites la liste de tout ça. Et commencez par régler les dettes les plus importantes. Voilà. Vous commencez à régler les dettes les plus importantes. Quelqu'un me dit, mais j'ai rien même du tout, où je prends pour Comment on priorise ça? Est-ce que c'est les créanciers les plus méchants qu'on met en tête de liste qui risquent de nous envoyer au commissariat? Est-ce que c'est les plus grosses dettes? En général, c'est vrai qu'on peut avoir un créancier avec une petite dette qui peut réagir, mais ceux qui réagissent, c'est plutôt ceux avec qui on a vraiment, parce qu'ils ont besoin de cette dette, cette manne financière pour faire quelque chose aussi. Donc, c'est plutôt... Il faut dire les grosses dettes. Voilà, parce que tu ne peux pas te dire que j'ai réglé pour une dette de 1000 francs et puis alors que j'ai 500 000 à régler, tu es content. Tu n'as rien fait du tout. Donc, c'est juste de commencer par les grandes dettes, les éliminer. Et avec ce qu'on a mis de côté pour éliminer chaque fois la grande dette, qu'on conserve pour agir sur les autres dettes, en fait. Je vais donner l'exemple. Ok, je rappelle, mesdames et messieurs, tout simplement que vous êtes sur RTI 1. On est très heureux d'être avec vous dans le cadre de la thématique dernière ligne droite de ces matinales, la première de la semaine. Monsieur Marcel Ziaga, comment éduquer financièrement la population? Après tout ce qu'on vient de dire, on a parlé de l'argent qui est mystifié, on a parlé de la dignité qui s'en trouve bafouée avec les usuriers, les margouillas. Bon, donc, pour prévenir, pourquoi vous riez? Comment faire pour éviter tout ça? Il nous faut une éducation financière à la base, avec les enfants depuis même. Une éducation financière. Et ça, c'est la bataille que mènent des organisations comme l'Union européenne, l'OCDE, qui encouragent leurs États membres à former les enfants depuis l'école maternelle sur les questions d'argent. Voilà, quitte à prendre des exemples avec des petits caoutchoucs ronds pour faire des exemples sur l'argent ou quoi, mais vous formez les enfants sur les questions financières.
Voilà. Nous, on était à l'INSET combien d'années en tant qu'ingénieur, on est sorti comme ingénieur, mais qui a un terrain sur Yamoussoukro où on a travaillé, où on est allé à l'école? Jamais. Je peux demander à mes collègues, à mes amis, on a fait 5 ans d'études d'ingénieur à Yamoussoukro. Quand tu étais là-bas, quand tu es rentré pour la première année, est-ce que tu as un terrain que tu as acheté à Yamoussoukro? Non. Parce que dans notre entendement, l'argent, on n'en parle que lorsqu'on travaille. On ouvre notre premier compte bancaire lorsqu'on travaille. On n'a aucune éducation sur l'argent. Voilà, donc je sors de Yamoussoukro, je travaille. Et c'est plus tard que je suis embauché par les Nations Unies, que je suis affecté à Yamoussoukro, que je vais m'acheter un terrain. Alors qu'il peut me coûter, peut-être 200 000 francs, les 600 mètres carrés à l'époque. Il faudrait maintenant négocier pour comment trouver ça à 3 à 4 millions, n'est-ce pas? Alors que, donc, déjà à l'école, voilà, parce que l'école ne vous apprend pas, c'est vrai, comment gagner de l'argent. C'est d'étudier, travailler, aller dans une entreprise. Mais ce n'est pas ça. Et l'argent n'est pas... Le chemin de l'argent n'a rien à voir avec l'école, forcément. On ne devient pas médecin pour être des milliardaires ou quoi, c'est ça. C'est pour travailler, connaître la médecine, apporter quelque chose à sa nation. C'est ça la civilisation, c'est ce qui forme la civilisation. Des gens qui sont prêts à être des volontaires, sinon apporter volontairement quelque chose à leur nation. On ne va pas à l'école pour apprendre, pour être riche. Alors, justement, est-ce que c'est pas mais le maintenant, système... justement, j'en viens, comme il a dit, il faut créer au niveau de l'école, c'est que déjà le ministère de l'Éducation nationale a commencé, enseigner les enseignants, enseigner les élèves sur les questions d'éducation financière. C'est quoi un compte bancaire? C'est quoi un découvert bancaire? Voilà. Comme je le dis encore, j'ai travaillé, j'ai vu des fonctionnaires qui ne savent même pas ce qu'on appelle un découvert bancaire. Voilà. Dans la ville, on voit des panneaux partout, obligations, le trésor lance un emprunt obligataire. On ne sait même pas ce que c'est, parce que tu n'as aucune culture financière. Voilà. D'accord. Alors, à ce moment-là, quand on est pris à la gorge, hein, comme le disait Marco, que la dignité s'en retrouve bafouée, on a tendance à être dans une spirale, c'est-à-dire qu'on s'endette pour régler les dettes précédentes. Et finalement, on ne s'en sort plus. Voilà, on se retrouve surendetté. On a écouté vos conseils, il faut régler les dettes les plus urgentes, etc., etc. Mais vers qui se tourner? Pour régler la dette. Pour s'organiser, pour essayer de gérer les choses, vers qui se tourner? Oui. Est-ce qu'il faut aller prendre un prêt à la banque cette fois-ci? Là, on se dit c'est un seul créancier et puis on sera en mesure de mieux gérer les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Vers qui se tourner, c'est vers des spécialistes. D'accord. Voilà. J'allais dire vers des conseillers financiers, mais comme des conseillers financiers et comment on les trouve et quelle rémunération. Donc, du coup, c'est... Comme j'ai dit, pour la banque, s'approcher de son gestionnaire ou du chef d'agence, s'il faut même faire un courrier, et lui expliquer votre situation. Voilà. Déjà, à ce niveau, on peut avoir des conseils. Sinon, approcher déjà aussi des gens qui sont passés par cette situation. Voilà. En anglais, on dit mentor is success without pain. Le mentor que vous avez est un succès, une expérience merveilleuse pour vous sans peine en fait, parce qu'il est passé par cette dette-là. Il est passé par la douleur. Donc, il peut vous encadrer, vous coacher sur certaines choses. Donc, dans le quartier, dans la ville, dans là où vous êtes, il y a des gens qui sont passés par ces situations-là qui peuvent vous aider à comprendre que voilà, quand ça arrive, voilà comment il faut faire. C'est tout ce qu'on peut faire à ce niveau. Sinon, il faut s'approcher de son banquier quand c'est dans le cadre normal de la banque et lui expliquer votre situation. Voilà. Alors, le surendettement entraîne bien souvent des addictions, on dira. On commence à jouer aux jeux de hasard, aux jeux de loterie, aux courses hippiques pour espérer se refaire. Et c'est encore un gouffre financier qu'on crée. Oui. Tout ça part de cette base du manque d'éducation financière, comme j'ai dit. Voilà, de la culture financière. Vous avez pour les États-Unis seulement, près de combien de personnes? 40% de personnes qui travaillent, qui comptent pour leur retraite, pour financer leur retraite sur quoi? Sur un mariage, sur un héritage, sur une loterie, sur un casino. Sur un casino. Ça, c'est ça aux États-Unis. Je ne dis même pas pour ici. Donc, chacun compte sur quelque chose comme ça pour financer sa retraite. Voilà. Donc, du coup, le problème est vraiment sérieux. Exactement. Au point où les États, les organisations, vraiment... Alors, on a une question, si vous permettez, Monsieur Ziaga. Il y a une question d'un téléspectateur qui nous dit, ici en Europe, il est à Paris, ici en Europe, il y a des organismes qui sont chargés de récupérer vos prêts.
et de les rééchelonner. Il y a toute une mécanique ici qui permet quand même d'atténuer un tant soit peu ces histoires d'endettement et de surendettement. Alors qu'au pays, chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement rien. Les contacts avec le gestionnaire sont régulièrement froids. Le gestionnaire seulement, il regarde votre salaire. C'est ça seulement qui l'intéresse. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Je sais qu'il y a beaucoup effectivement de réactions de la population par rapport aux services des banques. Voilà. D'abord l'accueil, il y a beaucoup d'insatisfaction au niveau de ces niveaux-là. Les caissières qui ne sont pas agréables par moi. Il y a beaucoup de choses en fait qui font que les banques, les gens sont réticents quand il s'agit des banques. Mais tu as pris quelque chose avec la banque et c'est la seule option. Il est froid, il n'est pas froid, mais tu peux revenir chaque fois lui poser ton problème, jusqu'à ce qu'il sache que c'est sérieux pour toi. Maintenant, ce qu'il dit en Europe, ça c'est vrai, c'est en Europe, aux États-Unis, c'est vrai, il y a des structures, nous ne les avons pas ici. Et c'est peut-être le lieu d'interpeller les autorités à mettre en place ces genres de structures. Effectivement, on a cette structure en Europe, aux États-Unis. Seulement, oui, c'est ça. Seulement pour les États-Unis, en 2009, on avait près de 1 400 000 personnes endettées. C'est-à-dire des gens qui ont fait faillite. Comme une boîte, une structure qui fait faillite. Tu fais faillite. Tu vas voir la structure chargée le banque Capsi Bureau, c'est un bureau de faillite, à qui tu dis que je n'en peux plus, c'est fini, voilà ma famille, je n'ai plus rien, je suis au chômage et tout. Et maintenant, ils vont étudier ton dossier. Et là, on avait 1 million, 400 et quelques mille dossiers à traiter. C'est le lieu de prier, de jeûner, de savoir que son dossier soit approuvé. S'il n'est pas approuvé, tu encore la chose. Donc, voilà. Donc, ils ont des structures, des mécanismes. Obama, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis en place ce genre de structures. Voilà. Un conseil de gestion des capacités financières, géré par des personnes comme O'Brien, qui était très brillant. Merci Donc beaucoup. voilà. Merci beaucoup. On s'attend, on prie que ces choses-là se passent. Exactement. Ici aussi, on va finir avec cette dernière réaction de M. Ngueta Adou-Rodri qui dit « De nos jours, résister à la tentation de consommer est de plus en plus ardu, ce qui nous mène parfois jusqu'à l'endettement. Le crédit devient alors très attrayant. Beaucoup d'utilisateurs du crédit l'utilisent comme moyen de paiement et le perçoivent comme une source de revenus plutôt qu'une dépense en soi. Toutefois, avec une bonne discipline, il est possible de garder le contrôle de ses dettes. » Merci beaucoup. Merci M. Ziaga. Merci Marco. Merci Eva. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, on a parlé vraiment de thèmes qui vous intéressent. Et c'est ça le leitmotiv donc, de la rédaction en chef de cette émission. Vous parlez des sujets qui vous intéressent et surtout créer cette interconnexion. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir aux alentours de 5h55 et c'est jusqu'à 7h30. Tenez-vous bien demain. Ça fait 10 jours qu'on est entré de plein pied dans cette année 2007. Mon Dieu, que ça passe vite. Réalisation Christelle Akoussa et puis rédaction en chef Kadi Fatiga avec tout le monde. Hassan, Diane Tiama, merci, merci. Et ne l'oubliez surtout pas, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Bonne journée, restez sur RT1. Nos programmes se poursuivent tout de suite après avec Yves Emma, c'est quoi? Exactement, pour les rendez-vous de la une. Allez, ciao, ciao.